La créatine est le complément qui fait le plus parler et certainement le plus consommé après la whey. C'est d'ailleurs l'un des compléments les plus étudiés scientifiquement depuis des décennies. Elle apporte tout un tas de bénéfices qui paraissent même être trop beaux pour être vrais. Source de mythes et de questionnements, aujourd'hui on va s'intéresser à la créatine selon la science et vous apporter le maximum de réponses. Je suis Heisenberg, coach sportif diplômé, préparateur physique pour athlètes de haut niveau et auteur pour le magazine américain Breaking Muscle. Qu'est-ce que la créatine? La créatine est naturellement produite de manière endogène dans le corps en combinant 3 acides aminés. La glycine et la méthionine. On rappelle que les acides aminés sont les briques élémentaires qui composent les protéines. La créatine est donc naturellement présente dans la viande ou le poisson. Elle est également fabriquée de manière synthétique par les fabricants de créatine en combinant 2 molécules, la cyanamide et le sarcosinate de sodium. C'est un procédé qui est relativement simple et peu onéreux. C'est pour ça que la créatine, ça coûte pas très cher, même si les prix ont augmenté ces dernières années. Dans le corps, 95% de la créatine sera stockée sous forme de phosphocréatine dans les muscles, mais on peut aussi en retrouver dans les os ou le système nerveux. Et la phosphocréatine est un composant essentiel, même obligatoire pour la contraction musculaire. C'est ce qui va initier n'importe quel mouvement. L'étincelle qui enflamme le brasier de la contraction musculaire. La phosphocréatine est également utilisée de manière extensive si vous faites un effort maximal sur une très courte durée. Par exemple, un sprint sur 100 mètres ou bien si vous testez votre maxi au développé couché. Intéressant, n'est-ce pas? Et oui, la créatine est probablement le complément qui vous apportera le plus de bénéfices et même le plus de bénéfices par rapport à son coût. La science a déterminé depuis des décennies que c'était excellent pour la force et en particulier la force explosive. De manière générale, tout ce qui est entre 1 et 6 répétitions bénéficiera le plus de la créatine, mais également la pliométrie, les sauts, les lancers de javelot ou de disque. Donc forcément, si on fait de la musculation, c'est intéressant. Ça sera top aussi pour le muscle, car ça va augmenter tout simplement la taille des fibres musculaires. Enfin plutôt, ça va augmenter la quantité de liquide, le volume de ce dernier dans les cellules musculaires. Et la créatine est également top pour pouvoir répéter des performances. Donc si on fait des séries d'un exercice à la musculation, si on fait des séries de sauts, si on fait des sprints, car au niveau physiologique, elle va augmenter notre stock d'ATP, donc l'adénosine triphosphate qui est le carburant du muscle. Mais elle va également augmenter le stock de glycogène, donc c'est une autre source d'énergie du muscle qui est dérivée du sucre. Donc sur 3 des carburants du muscle, on augmente le stock de 2. Et il y a également des preuves scientifiques que la créatine est intéressante pour la récupération, notamment en diminuant l'inflammation, les dégâts musculaires ou bien la fatigue générée par l'entraînement. Donc ouais, si vous faites du sport, peu importe le sport, c'est très intéressant. Concernant les sources de créatine, quelle créatine faut-il prendre? Il en existe des tas différents. D'ailleurs, j'en parle dans cette vidéo-là où j'explique de manière approfondie quels sont les avantages et inconvénients de chacune de ces différentes créatines. Mais de manière générale, la créatine monohydrate, donc qui est la première forme, celle de base qui a été créée, est la plus intéressante. Ça représente de très loin le meilleur rapport qualité-prix. Vous avez tous les avantages de la créatine, à part peut-être quelques désagréments qui peuvent arriver, comme chez certaines personnes, des douleurs à l'estomac. Comme je le disais précédemment, c'est un supplément qui est assez facile à produire et qui est bien contrôlé. Il y a des normes de pureté en France. Vous prenez de la créatine monohydrate, il y a peu de chances qu'il y ait des toxines ou des résidus. Surtout si vous prenez de la marque, par exemple celle de Broadway, est déjà pure à 99,9%. On peut trouver également le label Créapure qui est un gage de qualité supérieure. Donc c'est la créatine qui est produite dans un labo allemand, c'est la plus pure au monde. Là on passe à 99,99% de pureté. Est-ce que ça vaut le coup de la prendre? À mon avis non, sauf si vous avez les poches bien remplies, car ça risque de rien changer. De manière générale, de toute façon, pour la créatine, vous pouvez aller vers la forme la moins chère. En vrai, normalement, il n'est pas censé y avoir de différence entre les marques. À moins, si un labo fait absolument n'importe quoi et qu'il y a des tas d'impuretés qui vont se retrouver, mais dans ce cas-là, ils vont se faire choper, n'hésitez pas à aller vers les marques les moins chères. C'est pas forcément la peine de casser la tirelire. En ce qui concerne les dosages, la science recommande 0,03 g par kilo de poids de corps pour un sportif. On va arrondir, de manière générale, entre 2 et 5 grammes suffira largement. Certaines études ont pu montrer des bénéfices en allant jusqu'à 10 grammes, notamment pour les hommes, mais je ne suis pas entièrement convaincu. En fait, tout simplement, avec ce qu'on consomme, notre corps va produire telle dose de créatine. On a environ 3-4 grammes déjà dans le corps qui vont être dans notre stock. En prendre en plus, ça permet d'augmenter la quantité de stock total qui sera contenu dans l'organisme. Ainsi, le corps pourra déjà utiliser les acides aminés qui viennent de la nourriture pour faire autre chose, ou même être plus efficace dans toutes les choses qui impliquent la créatine. Donc c'est pas la peine de prendre 50 000 grammes de créatine parce que de toute façon notre corps il peut garder qu'un stock limité, peut-être 10 grammes. Donc voilà, à moins d'être un professionnel de strongman, vous pesez 160 kg de muscle, dans ce cas-là il y aurait peut-être un intérêt à pousser jusqu'à 10 grammes, mais sinon franchement
c'est pas forcément la peine. Un autre point à considérer, c'est qu'il y a également des différences génétiques. Il existe des personnes qui sont très sensibles à la créatine, des personnes qui sont peu sensibles à la créatine. Et ça part initialement de notre configuration musculaire. On a plusieurs types de fibres. Les fibres de type 1 qui sont plus lentes, plus endurantes, moins fortes. Les fibres de type 2 qui sont plus grosses, plus fortes, moins endurance. La recherche a déterminé que les personnes qui génétiquement ont plus de fibres de type 2 avaient déjà moins de créatine naturellement parce que leur corps en consomme plus. Ces fibres-là en demandent beaucoup. Donc ces personnes-là qui sont déjà naturellement fortes explosives vont bénéficier encore plus de la créatine. Ce sont ceux qui, en prenant, vont dire c'est incroyable, je sens vraiment la différence, etc. Un tiers des personnes environ, un autre tiers ça aura des effets modérés et un autre tiers malheureusement sont résistants à la créatine. Pour eux, ça aura beaucoup moins d'effets. De base, ils ont plus de fibres de type 1 et ils ont aussi des stocks plus élevés. Donc surtout si vous vous reconnaissez dans ce type de personnes résistantes à la créatine, bien sûr vous en prenez. Moi par exemple je suis résistant à la créatine, naturellement je suis très doué pour le cardio, endurance, je prends de la créatine pour ses bénéfices mais je ne m'embête pas à prendre des doses de zinzin. Ensuite faut-il faire une charge de créatine? C'est ce qu'on faisait à l'ancienne, c'est-à-dire que pendant 2 semaines on y allait franco. Quelque chose comme 20 grammes par jour, 4 doses de 5 grammes, histoire de vraiment saturer notre corps en créatine le plus vite possible, afin que notre corps ait atteint notre stock maximal le plus vite possible et qu'on puisse commencer à vraiment bénéficier des effets à long terme. Alors la recherche a montré que oui, ça allait accélérer un petit peu plus votre taux de saturation, mais c'est pas forcément la peine de le faire. Il y en aura beaucoup qui sera évacué, qui sera gâché, que vous êtes vraiment à une semaine près. Parce que là, les effets négatifs, quand on en prend autant, les effets négatifs à court terme, qui surviennent déjà quand on commence la créatine, en général, durant les 2-3 premières semaines, ils seront amplifiés. Donc ça va être les risques de ballonnement, de la rétention d'eau, des crampes, des douleurs à l'estomac. Est-ce que ça vaut le coup de risquer d'avoir ces effets négatifs juste pour gratter une semaine de plus? Je ne suis pas fan. Après, si vous n'avez strictement aucun effet négatif avec la créatine, comme la plupart des gens, c'est rare, vous pouvez y aller. Ça n'engage que vous. Personnellement, j'ai arrêté de le faire il y a 10 ans. Quand faut-il prendre la créatine? Alors, il y a des moments qui sont plus propices. Mais je vais vous dire déjà, la chose la plus importante, c'est l'adhérence. C'est-à-dire, prenez votre créatine tous les jours. Ça, c'est le facteur premier. Donc, prenez le moment auquel tout simplement vous allez y penser. Si c'est le matin en vous levant, le soir avant de vous coucher, pendant un repas, là où vous êtes sûr que vous allez prendre votre créatine et pas l'oublier. Alors après, si vous voulez absolument optimiser, le mieux, ça serait de la séparer en plusieurs doses. Des études ont pu montrer, il y a même des études extrêmes où ils prenaient leur dose de créatine coupée en 20 morceaux, que oui, on l'assimile mieux. Mais après, qui a envie de couper sa créatine en plusieurs prises? Alors déjà, si vous le faites en 3, ça sera très bien. La plupart des gens, je vous recommande simplement de le faire en une fois, peut-être même en rajouter un petit peu plus pour compenser la moins bonne assimilation. Tout simplement parce que sinon, vous allez oublier. Mais de manière générale, autour de l'entraînement, ça sera plus intéressant et en particulier après l'entraînement, car votre sensibilité à l'insuline va être plus élevée à ce moment-là. Votre ACTN3 élevé va faire que les nutriments et également la créatine iront de manière préférentielle dans les muscles afin de remplir tout ça. Un autre bon moment pourrait être également durant les repas pour les mêmes raisons. Moi, je vous le dis personnellement, ce que je fais, c'est que je la prends avant d'aller à la salle. Comme ça, je ne l'oublie pas. La créatine possède également d'autres vertus concernant cette fois-ci la santé. Elle est neuroprotective, c'est-à-dire qu'elle va améliorer notre santé du cerveau. Elle peut aider à la mémoire à court terme. Et c'est pour ça, par exemple, qu'elle est utilisée dans pas mal d'études, dans des contextes cliniques, par exemple pour les maladies d'Alzheimer ou de Parkinson, tout ce qui va toucher au cerveau. Et on a pu observer des améliorations, même dans la démence, quand on vient âgé et qu'on perd la tête, ça pouvait être intéressant. Elle est également cardioprotective, elle va légèrement améliorer la santé de votre cœur et aussi celle des os. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal d'études qui ont été même faites sur la prise de créatine chez les populations non sportives, donc des personnes qui sont sédentaires, qui ne font pas de sport, et on a pu voir une amélioration de certains marqueurs de santé ou même des fois un tout petit peu de muscle. C'est pour ça que moi personnellement, quand on me dit qui devrait prendre la créatine, je dis tout le monde. Surtout si vous mangez pas de viande ou très peu de viande. La créatine, ceci dit, pourrait être un peu plus dangereuse au point de vue des reins, mais ça, je vais vous expliquer, c'est extrêmement amplifié. Ce qui va se passer quand on va faire une prise de sang, c'est que le docteur va aller checker nos niveaux de créatinine. Donc c'est un produit de la dégradation musculaire, de la dégradation de cette phosphocréatine qui va être utilisée pendant la contraction. C'est un déchet qui va être éliminé par les reins. Et on a une plage de référence, une fourchette pour être dans la norme. Si on est au-dessus, ça peut être le signe que c'est pas bon. Mais déjà, je vais vous dire que c'est un mauvais indicateur pour la santé des reins. Il y a bien meilleur, par exemple, la cystatine C qui commence à être utilisée dans les instituts de pointe comme en Suisse. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pas parce que vous avez forcément des niveaux de créatinine élevés que vos reins vont exploser. Déjà, imaginez que vous ne buvez pas assez, vous pouvez être sûr, ça va s'envoler. Et d'ailleurs, 80% des prises de sang
reviennent avec des mauvais résultats parce que les gens ne s'hydratent pas assez. Et là, je parle de tout, pas que de la créatinine, hein. Mais on a cette plage pour la population normale. Sauf que si vous êtes un sportif et qu'en plus vous faites vraiment de la musculation, vous êtes très musclé, vous n'êtes pas normaux. Vous avez plus de masse musculaire, donc forcément, il y a plus de dégradation de protéines. Il y a plus de création de protéines et plus de dégradation de protéines parce que vous allez faire des efforts sportifs. Donc déjà, de base, vous avez plus de créatinine. Est-ce que c'est pour autant que vos reins vont exploser? Absolument pas. Ceci dit, si vos niveaux de créatine sont vraiment dans l'espace, hein, par exemple moi, mes deux dernières prises de sang, j'étais juste en dessous, juste au-dessus, il n'y a pas de souci. Mais si c'est vraiment des valeurs aberrantes, dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller faire des tests plus approfondis ou pensez à boire. Oui, ça sera important avec la créatine, par contre, de bien s'hydrater correctement. Mais je vais vous le dire déjà, la plupart des gens, à chaque fois que je parle à des clients ou d'autres, ils ne boivent pas assez. La rétention d'eau, c'est un effet secondaire qu'on avance souvent. La créatine peut-elle en causer? Oui, dans des rares cas. De manière générale, ça va se passer au moment initial de la prise, surtout si vous faites une charge. En fait, il va y avoir une accumulation d'eau, mais la recherche a pu prouver qu'en fait, ça n'allait pas changer votre distribution d'eau. C'est-à-dire que vous allez stocker toujours au même endroit. Et la grande majorité de cette eau va se retrouver où? Dans les fibres musculaires, donc vos muscles seront plus gros. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'allez pas vous mettre à stocker aux endroits déplaisants, sur le visage, ici, en bas du ventre, en bas du dos. Non, vous allez toujours stocker l'eau exactement au même endroit. Et en moyenne, ça représentera environ 1 kg d'eau, peut-être parfois un peu plus, mais ça reste quand même rare. Donc, dans le même esprit, si vous remarquez une rétention d'eau, continuez quelques semaines, poussez un peu, et après quelques semaines, ça devrait se lisser et revenir à la normale. Ensuite, faut-il faire des cycles de créatine? Ça, c'est quelque chose qui est très fréquemment avancé. Non, il ne faut pas faire de cycle de créatine, c'est complètement stupide. Est-ce que vous faites des cycles de poulet? Est-ce qu'il y a des moments dans l'année où vous mangez plus de viande et des moments où vous mangez moins de viande? Non. Alors pourquoi vous devriez faire des cycles de créatine? Déjà, il faut savoir qu'il faut 2, 3, 4 semaines avant d'atteindre la dose de saturation et les vrais effets bénéfiques de la créatine. Et pareil, la saturation va diminuer et se perdre au fur de quelques semaines. Si vous faites, j'en sais rien, une cure de 1 mois de créatine, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, après 1 mois, vous aurez atteint votre dose de saturation. Pendant une semaine, vous avez les effets, puis vous avez arrêté, puis ça diminue. Enfin, quel est l'intérêt? Il y a même des études qui ont été faites là-dessus, directement au niveau des transcripteurs géniques. Il n'y a pas de sensibilité à l'insuline qui va se passer si vous faites un cycle. C'est-à-dire que certaines personnes avancent le fait que si on prend tout le temps de la créatine, notre corps devient moins sensible, il la transporte moins bien, on est habitué à la créatine comme on serait habitué à la nicotine et au café. C'est faux. Et pareil, de stopper la prise de créatine pendant quelques semaines, quelques mois et reprendre ne change strictement rien à l'absorption. Donc vous pouvez y aller à l'année, personnellement j'y vais à l'année depuis très longtemps, depuis 10 ans et il n'y a aucun souci. Ceci dit, si vous êtes par exemple dans une phase de maintenance, vous n'êtes pas à fond sur le sport, vous êtes en vacances, est-ce que vous devez vous emmener un petit Tupperware rempli de créatine? Franchement non, c'est pas la peine, hein. On va pas aller dans les extrêmes comme ça, c'est pas louper un jour, c'est pas même louper une semaine de créatine, comme je le disais, qui va changer vraiment quelque chose. Votre dose de saturation aura un petit peu diminué, mais il y en aura toujours plein dans votre corps. Vous allez reprendre, ça va recommencer à monter et vous allez être au top. Ensuite, la créatine cause-t-elle des maux de ventre? Alors oui, ça peut arriver. Je connaissais quelqu'un personnellement qui avait de terribles douleurs à la suite de la créatine. Elle a continué pendant 3 semaines et ça a fini par partir. Alors, évidemment, le but, c'est de ne pas vivre dans la douleur, hein. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? Alors, déjà, séparez votre dose en plusieurs prises. Si, au lieu de prendre 3 grammes juste le soir, prenez 1 gramme le matin, 1 gramme le midi, 1 gramme le soir. De préférence également, consommez du coup votre créatine durant les repas. Ça va lui donner un support à votre estomac pour qu'il soit moins sensible. Dernière option, ça serait également d'envisager un autre type de créatine. Donc, comme quand j'en parlais dans l'autre vidéo, il y a certaines formes de créatine qui sont plus solubles, des formes de créatine qui sont beaucoup mieux assimilées au niveau de l'estomac. Et les utilisateurs rapportent beaucoup moins de douleur. Donc si c'est vraiment embêtant pour vous, n'hésitez pas à vous orienter vers une de ces autres formes de créatine, histoire de vous changer la vie. Ensuite, créatine et cheveux, est-ce qu'elle nous rend chauve? Non, pas du tout. C'est un mythe qui a été encore une fois amplifié à partir d'une étude qui a environ 20 ans sur des joueurs de rugby. Ils leur ont donné de la créatine ou pas, et ceux qui ont pris ont vu une augmentation de leur taux de DHT, donc la dihydrotestostérone. C'est une hormone sœur de la testostérone qui sera synthétisée à partir de cette dernière. On en a environ 10 fois moins dans le corps. C'est un des premiers coupables de la perte de cheveux, car elle va aller se loger de manière générale dans les récepteurs androgènes qui se situent sur nos poils, également nos cheveux. Sur les poils, ça les fait pousser, sur les cheveux, c'est l'inverse. La nature est vraiment pourrie. C'est la seule étude
qui a pu jamais mettre en lumière un lien potentiel entre la créatine et la perte de cheveux. Mais je vais vous dire quelque chose. Déjà, avant tout, le fait que vous allez devenir chauve ou pas, c'est pas forcément lié à votre taux de dihydrotestostérone et testostérone. Hein, bon, je sais que j'ai toujours eu un grand front. Ok, on m'appelait Jimmy Neutron au collège, mais j'ai toujours mes cheveux comparé à certains de mes collègues. C'est compliqué. Pourtant, je suis à 32 nanomoles, donc je suis au-dessus des valeurs de référence en testostérone. Ça va dépendre avant tout de votre génétique et de vos nombres de récepteurs androgènes dans les follicules pileux. Et évidemment, si votre dihydrotestostérone explose, vous avez un taux qui s'envole, oui, vous allez perdre des cheveux, comme avec les stéroïdes. Mais c'est la seule étude qui a pu montrer ça, et l'augmentation était minime. Donc, est-ce que ça va vous faire perdre vos cheveux? Non, ça ne va pas vous faire perdre vos cheveux, surtout que le lien entre créatine et DHT n'est pas encore prouvé en fait. Faut-il consommer la créatine avec du jus ou avec des glucides? Alors, effectivement, l'insuline va vous permettre de mieux stocker les nutriments, dont la créatine. C'est pour ça qu'on recommande de boire un jus de fruits, jus de raisin, quelque chose comme ça, en consommant sa créatine afin de mieux l'absorber. Des études ont été faites sur le sujet. Ils ont marqué qu'il fallait environ 100 grammes de glucides en une prise afin de maximiser ce phénomène. Donc, si c'est juste vous mangez une pomme en même temps, ça risque de pas changer grand chose. Par contre, si vous tapez une brute de jus de raisin tous les jours pour avoir votre créatine, bonjour le diabète. C'est quelque chose qui est extrêmement exagéré, une fois de plus. Ceci dit, pour optimiser, consommer votre protéine lors d'un repas pourrait vous permettre d'absorber un tout petit peu plus. Si vous le faites hors des repas, peut-être rajouter 1 gramme de plus pour compenser ça. Comme je vous le disais, prenez-la autour de l'entraînement parce que l'entraînement en lui-même va fortement augmenter votre sensibilité à l'insuline et jouer sur les récepteurs ACTN3 pour envoyer dans les muscles et non dans le gras. Ensuite, est-ce que la créatine va jouer sur le cycle féminin? C'est un sujet qui est intéressant également parce que la modification hormonale induit tout un tas de modifications physiologiques. Hein. Par exemple, la rétention d'eau pourrait-elle être amplifiée par la créatine? Non. J'étais surpris de voir qu'il y avait un certain nombre d'études qui se sont intéressées au cycle féminin et la créatine, mais de manière générale, on a pu observer qu'il n'y avait pas vraiment de différence. Par exemple, dans l'hydratation, qu'on soit en phase lutéale ou folliculaire, où des fois, il peut y avoir des soucis de ce point de vue-là, la créatine n'a rien changé, donc c'est bon. La créatine également ne va pas forcément causer plus de rétention d'eau chez les femmes. Ne vous prenez pas la tête. Comme je le disais, si la rétention d'eau peut se passer, ça va être surtout lors de la prise initiale, hein, pendant les premières semaines. Ensuite, normalement, il n'y a pas de souci. Ça risque plus d'être malheureusement un effet nocebo, c'est-à-dire que c'est pas une bonne période, c'est douloureux, on est gonflé, on fait de la rétention et du coup, on va dire c'est peut-être la créatine. A priori, selon la science, non. Est-ce que la créatine peut être utile si je suis un athlète d'endurance? Vous êtes à fond sur le cardio, vous faites du triathlon, de la course à pied, de l'athlétisme? Oui. Évidemment, la créatine sera plus efficace pour les efforts en anaérobie, donc les trucs intenses et courts. Si vous avez un WOD de CrossFit par exemple qui dure 3 minutes, ça va être top. Mais pour les efforts longs, ça va être également intéressant. Comme on l'a dit, ça joue directement sur l'ATP. Donc si vous avez par exemple des variations d'intensité, hein, si vous faites une longue course et des fois vous devez ralentir, accélérer ce genre de choses-là, ça va être top. D'augmenter également votre stock de glycogène, c'est très intéressant parce que par exemple si vous tapez un marathon, à un moment donné, il n'y aura plus de réserve de sucre dans le corps. C'est pour ça d'ailleurs que les athlètes mangent durant la course et surtout à la fin ça va commencer à taper dans les acides aminés directement dans le muscle. Donc si on peut retarder ce processus malveillant parce qu'on a des meilleures réserves de base dans le corps, on y va. Et également, comme je disais, vu que ça diminue de manière générale la fatigue et les dégâts musculaires, hein, si vous allez taper 1h30 de course, inutile de préciser que ça va créer d'énormes dégâts musculaires. Si on peut atténuer ça, c'est bon à prendre. La créatine était dangereuse? Eh bien non. La recherche scientifique a constamment démontré que la créatine était un complément très sûr pour la santé. Pour les reins, comme je vous disais, il n'y a pas de souci à se faire. La créatine est un mauvais indicateur de la santé des reins et il y a eu tout un tas d'études qui ont été faites là-dessus. L'augmentation des niveaux de créatinine à la suite de la prise ne représente aucun danger et est normale. Ceci dit, si vous souffrez d'insuffisance rénale ou que vous avez un rein en moins, il serait intéressant de consulter un médecin et un médecin du sport avant de vous lancer là-dedans. Quitte à choisir, je préférais que vous ayez plus de protéines que de la créatine. Hein. Il y a ce mythe également que la créatine pourrait causer de la déshydratation et des crampes, mais à part de potentielles crampes à l'estomac qui pourraient accompagner les douleurs dans de très rares cas chez certains utilisateurs, il n'y a absolument rien là-dessus. On a fait des études pour essayer de déterminer si ça augmentait la déshydratation et les crampes. Rien du tout. Pour ceux qui sont sceptiques, il y a des études où des personnes ont pris des grosses doses de créatine, hein, on parle de 20-25 grammes par jour, pendant des années. Et ils les ont suivis, rien n'a été constaté. Comme je le disais, c'est un produit naturel qui est naturellement présent dans notre corps et de toute façon, il peut en avoir qu'une capacité limitée. Pas besoin d'en avoir trop non plus. Franchement, vous pouvez y aller de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Au contraire même, ça ne représente que des avantages pour la santé.
Créatine et enfants, peut-on en donner aux jeunes? Oui, il y a eu un certain nombre d'études qui ont été menées sur des enfants, même des jeunes enfants, surtout dans des cas cliniques, par exemple, ils avaient des pathologies neurales ou des problèmes de ce point de vue-là. Il y en a même une qui a eu des grosses doses pendant très longtemps et ça a significativement amélioré ses conditions de vie. Point de vue négatif, rien à rapporter, donc c'est safe. Encore plus si c'est un adolescent qui a déjà fait son pic de croissance, sa puberté, vous pouvez être sûr qu'il y a aucun risque. Évidemment, toujours, si on est plus jeune que ça, les docteurs vont être un peu plus cautionneux. C'est bien normal. On ne sait pas trop ce qui peut se passer avec les enfants, au cas où. Moi, personnellement, je vous dirais qu'il n'y a pas de souci, mais d'ajuster la dose à leur poids. Vous n'allez pas donner 10 grammes à un enfant qui fait 35 kilos, évidemment. Est-ce que ça vaut le coup d'en donner aux enfants? À mon sens, pas forcément, mais on peut très bien en faire. Bon, déjà, évidemment, si c'est des sportifs, et qu'a priori, ils font de la compétition ou même du haut niveau, oui, évidemment, si votre gosse de 13 ans participe au championnat du monde, ça peut être très intéressant. Mais déjà, avant tout, il faudrait s'assurer que nutrition, sommeil, sport, récupération, ça soit déjà au top, et hydratation, évidemment. Et après, on pourrait envisager la créatine. Dans ce cas-là, si vous avez vraiment peur pour votre gosse, n'hésitez pas à faire aucun cycle. Vous faites 3 mois, 6 mois, petite dose. Ça a été prouvé également, ça va marcher chez les jeunes. S'ils ont déjà fait leur puberté, il n'y aura aucun souci. Et les enfants, de manière générale, comme je vous le disais, pas de souci. Mais voilà, toujours avec un grain de sel. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Après, on m'avait encore posé d'autres questions que j'ai pas choisi d'inclure car elles sont quand même beaucoup plus spécifiques. Personnellement, la créatine, je recommande à tout le monde, que vous soyez sportif ou pas. Mais si vous êtes sportif, vous avez encore plus intérêt à en prendre. Si vous avez d'autres questions concernant ce produit, n'hésitez pas à y aller en commentaire. Comme d'habitude, je me ferai toujours un plaisir d'y répondre. S'il y a d'autres compléments que vous voulez que j'analyse de manière scientifique comme celui-ci, n'hésitez pas à en proposer. allperformance.fr pour les coachings et les programmes. Et je vous dis à la prochaine.